Bienvenue dans cette présentation de la série Découvrir Jung. Le but de cette série de présentations vidéo que vous propose le groupe Jung est de vous guider sur ce chemin de découverte, en vous donnant sous une forme succincte une introduction à différents aspects de la pensée de Jung et de la psychologie analytique. Notre site internet, groupejung.fr, vous tient au courant des présentations disponibles et de celles qui sont en préparation. Après vous avoir présenté le moi et l'ombre, puis la persona, c'est aujourd'hui le tour de l'anima et de l'animus, qui sont les aspects contrasexuels de la psyché et surtout les moyens de médiation et de contact avec l'inconscient. Je suis Brigitte Vienne, analyste didacticienne, membre du Jung Institute de Zurich et de l'Association internationale de psychologie analytique. C'est un sujet complexe que l'anima animus, et je voudrais commencer par quelques définitions qui encadrent le sujet et donneront en quelque sorte la trame de cet exposé. L'anima, c'est l'image de l'âme chez l'homme, représentée dans les rêves ou les fantasmes par une figure féminine. L'anima symbolise la fonction de relation. L'animus, c'est l'image des forces spirituelles de la femme, symbolisée par une figure masculine. Si le sujet, homme ou femme, n'est pas conscient de ses forces intérieures, elles lui apparaissent en projection. L'anima et l'animus sont les médiateurs entre le moi et l'inconscient, et ce sont aussi les partenaires inconscients de la relation transférentielle. Si nous reprenons le schéma de la psyché et des archétypes qui la structurent, on voit que l'anima relie le moi à l'inconscient, du côté opposé à la persona, qui est le masque social par l'intermédiaire duquel nous nous relions au monde extérieur. Et l'anima est une contrepartie à l'identité de genre, à l'identité consciente de l'individu, et elle est traditionnellement considérée comme féminine chez les hommes et masculine chez les femmes. Chez Jung, l'expérience vient première et ne donne que successivement naissance à un concept. Et c'est ce qui s'est passé très fortement pour l'anima, qui est apparu à Jung pendant la période qu'on a appelée de sa nigredo, de sa descente dans l'inconscient, au moment et après sa rupture avec Freud, dans les années 1913-1914. Et il écrit donc ces fantasmes qui l'assaillent et qu'il raconte dans Ma vie, c'est la citation que je vous propose, mais aussi bien sûr en beaucoup plus grand détail dans le livre rouge. Tandis que je rédigeais ces fantasmes, je me demandais un beau jour, mais qu'est-ce que je fais ? Tout cela n'a sûrement rien à voir avec de la science. Alors qu'est-ce que c'est ? Une voix en moi, dit alors, c'est de l'art. Je savais que la voix provenait d'une femme et je la reconnus pour être la voix d'une malade, une psychopathe très douée qui éprouvait un fort transfert à mon égard. Elle était devenue un personnage vivant à l'intérieur de moi-même. Plus tard, je compris qu'il s'agissait, dans cette figuration féminine en moi, d'une personnification typique ou archétypique dans l'inconscient de l'homme, et je la désignais du terme d'anima. J'appelais la figure correspondante dans l'inconscient de la femme animus. La confrontation avec cet anima de Jung, qu'il nomme Salomé, constitue une grande partie du premier livre du livre rouge, dans lequel il l'illustre, avec le dessin que vous voyez, le dessin de peinture que je vous ai reproduite ici, et il parle longuement de son anima personnel, qu'il nomme donc Salomé.
Salomé est une représentation de l'anima. Elle est aveugle, car elle ne voit pas le sens des choses. C'est une affirmation extrêmement importante sur le fait que l'anima est mené par l'émotion et non par le sens, la signification, l'esprit. Le processus de cette confrontation a été douloureux. Jung écrit « Ce fut tout d'abord l'aspect négatif de l'anima qui m'impressionna. J'éprouvais à son égard appréhension, timidité déférente, comme à l'adresse d'une présence invisible. Puis j'essayais de trouver un autre mode de relation avec elle et considérais les annotations de mes imaginations. J'écrivais pour ainsi dire à une autre partie de moi-même qui défendait un autre point de vue que celui de mon conscient. Et je recevais, à ma grande surprise, des réponses assez extraordinaires. Je me faisais l'impression d'être tel un patient en analyse auprès d'un esprit féminin. Chaque soir, je me mettais à mes notes, car je pensais, si je n'écris pas à l'anima, elle ne peut pas comprendre mes fantasmes. Mais il y avait encore un autre motif à mon travail assidu. Les choses une fois écrites, l'anima ne pouvait pas les déformer, les usurper pour en manigancer les intrigues. À l'écoute de la voix, Jung se dit qu'il s'agissait probablement de l'âme, au sens primitif du terme, et c'est pour ça qu'il la nomme anima, le terme latin pour âme. Jung donne à l'âme une place singulière en réclamant que selon l'étymologie même du mot, la psychologie redevienne une psychologie avec âme, c'est-à-dire une théorie de l'âme reposant sur le postulat d'un esprit autonome. Non qu'il s'agisse bien sûr de nier la constitution matérielle et naturelle de l'homme, mais de l'équilibrer par une constitution opposée d'essence spirituelle. De la désagrégation du monde originel en esprit et en nature, le monde occidental a sauvé la matière. Le monde oriental, lui, a choisi l'esprit, décrétant que la matière n'est que maya. La Terre, cependant, est une, et la réalité psychique persiste dans son unité originelle. Elle attend que la conscience humaine progresse de la croyance à l'un et de la négation de l'autre vers la reconnaissance des deux en tant qu'éléments constituants de l'âme unique. Mais l'anima a aussi un aspect positif. C'est elle qui transmet au conscient les images de l'inconscient. Et c'est cela qui me semblait le plus important, continue Jung dans ma vie. Pendant des décennies, je me suis toujours adressé à l'anima quand je trouvais que mon affectivité était perturbée et que je m'en sentais agité. Cela signifiait alors que quelque chose était constellé dans l'inconscient. Après quelques résistances, elle produisait régulièrement et exprimait l'image qu'elle discernait. Et dès que cette image m'était livrée, l'agitation ou la tension disparaissait. Toute l'énergie de mes émotions se transformait de la sorte en intérêt et en curiosité pour son contenu. Puis je parlais avec l'anima à propos des images, car il me fallait les comprendre, aussi bien que possible, à l'instar d'un rêve. Ce processus de compréhension des images se passe par ce qu'il théorisera ensuite comme le dialogue avec les figures de l'inconscient et l'imagination active. En se confrontant aux figures de l'inconscient, en les écrivant, en les dessinant, les peignant, on met ainsi à jour les mécanismes d'organisation et d'élaboration de l'inconscient. Ce qu'amène l'anima à Jung dans un premier temps est séduisant. Il fait de l'art. Et celle qui lui dit cela est une psychopathe séduisante. Elle tente de s'imposer à lui et de l'en convaincre.
Le travail psychique consiste à se confronter à tout ce qu'elle révèle. Le poids de la mère, la fascination par la science, la faiblesse du père, auquel il ne peut se confronter par crainte de sa destruction. Et nous reviendrons sur le point que l'ambiguïté de l'anima, qui cherche à prendre le pouvoir et qui est un porte-parole de l'inconscient, peut anéantir un homme. Le plus important pour la compréhension de l'anima n'est donc pas essentiellement que ce soit le féminin de l'homme, ni d'ailleurs l'animus, le masculin de la femme. C'est d'abord la figure par laquelle la dynamique de l'inconscient nous est accessible, si nous arrivons à éviter la fascination. Il ne s'agit pas de s'y abandonner, il s'agit de fonctions et non de compagnons, même s'il faut les traiter comme des compagnons pour que la relation soit fructueuse. Il est donc nécessaire d'établir un dialogue pour que l'inconscient puisse s'exprimer. Et en même temps, il est nécessaire de se tenir à distance, de considérer objectivement ce qui se passe et d'y réagir suivant ses propres appréciations, sans fascination. Il faut que ce soit toujours le conscient qui reste décisif. Le rôle essentiel de l'anima animus est de transmettre les images de l'inconscient, que le conscient doit ensuite transformer pour leur mettre du sens. L'animal animus est ainsi le médiateur entre le conscient et l'inconscient. Élie Imbert, dans son article des cahiers jungiens de psychanalyse, dont je vous ai mis la référence, distingue les fonctions de l'anima comme âme, mais aussi comme médiateur-médiatrice, avec l'inconscient, comme figure féminine ou masculine, avec un rôle singulier, et enfin comme féminin et masculin. Et nous allons voir ces différents éléments. Alors je dis toujours anima animus, médiatrice, médiateur. Vous m'excuserez si par moment je ne dis que l'un ou l'autre des deux pour éviter de vous lasser. Il ne s'agit donc pas de s'abandonner à l'anima ou à l'animus. Ce sont des fonctions et non des compagnons, et comme je vous l'ai déjà dit, l'expérience prouve qu'il faut les traiter en compagnons pour que la relation soit fructueuse. Car l'ambiguïté de l'anima, porte-parole de l'inconscient, et donc de nature inconsciente et archaïque, peut anéantir un homme en bonne et due forme. Et finalement, c'est toujours le conscient qui doit comprendre les manifestations de l'inconscient, les apprécier et prendre position à leur endroit. Il faut pouvoir objectiver pour comprendre ce dont il est question. Cela se fait par l'imagination active, mais aussi dans les fantasmes et les rêves. L'anima et l'animus qui y paraissent doivent être interprétés comme les figures de la médiation avec l'inconscient et non pas, comme c'est souvent compris à tort, simplement comme la partie féminine ou masculine de la psyché. L'anima ou l'animus sont aussi des archétypes et par là, leur rencontre peut être fascinante. Et Jung écrit, toujours dans ma vie, « Si j'avais suivi la voie de l'anima, elle aurait pu me convaincre que j'étais un artiste méconnu et ma prétendue nature d'artiste m'aurait donné le droit de négliger le réel. J'aurais probablement fini par me dire un beau jour, est-ce que tu t'imagines vraiment que les élucubrations auxquelles tu t'adonnes sont réellement de l'art? Il n'y a pas un mot de vrai dans tout cela. Le piège se serait refermé dans le mépris de soi-même. La même voie invite à l'inflation, puis conduit au découragement. Et les figures de films ont popularisé les personnages de femmes fatales, par lesquels se traduit la fascination pour l'anima, projetée sur une femme réelle et aboutissant souvent à la destruction de l'homme fasciné par elle. Si l'inconscient apparaît comme source de lumière et de puissance par la force archétypale, on paye d'un affaiblissement du conscient la recherche de la force et de l'inspiration. Et la perception de cette faiblesse du conscient pousse à en appeler encore davantage à l'inconscient.
Inversement, une attitude réductrice vis-à-vis de l'inconscient ne permettra jamais de reconnaître sa puissance créatrice, car la seule évocation de celle-ci, cette puissance créatrice, prend pour la petite anima réduite un tel caractère de démesure qu'elle en devient inacceptable. L'attitude psychanalytique classique peut chercher à comprendre l'anima comme relié aux figures de la mère ou d'autres figures féminines de la vie de l'analysant. Cela est utile à certains moments, mais il faut d'abord écouter le dialogue et la puissance de la figure d'anima avant de la réduire au personnage de la vie de l'analysant. C'est la force de l'analyse jungienne que de porter l'accent sur le dialogue entre le conscient et l'inconscient à travers la figure de l'anima animus. Deuxième caractéristique, c'est une figure ayant un rôle singulier et stable. Et Guimbert nous dit qu'on reconnaît l'anima animus à la continuité et la singularité d'un rôle. C'est-à-dire qu'elles peuvent apparaître sous des figures différentes, en particulier dans les rêves, mais il y a toujours une continuité et une singularité. Un exemple que prend Elie Imbert est celui d'un animus menaçant qui s'exprime dans les rêves et les fantasmes d'une jeune femme, comme Barbe Bleue, l'homme noir caché derrière son lit d'enfant, l'amant sadique qu'elle avait choisi dans la réalité, et le grand-père maternel qui avait écrasé les rêves d'amour de sa fille, qui développa ainsi un esprit conformiste, enfermant à son tour sa fille, dont elle était jalouse de la possibilité de bonheur. L'analyse en termes d'animus, et pas seulement l'analyse classique des associations, permet de saisir la continuité de cette figure comme composante stable du psychisme et d'en suivre l'évolution. Cette figure peut ainsi être confrontée, repérée et faire l'objet d'une appréciation critique. Nous en venons maintenant à la question du féminin et du masculin, qui est un sujet un peu compliqué étant donné l'évolution des représentations du féminin et du masculin depuis le temps de Jung. Les stéréotypes masculin-féminin qui persistent aujourd'hui sont qu'être un homme, c'est être fort, actif, entreprenant, dur, rationnel, orienté vers le monde extérieur, avec une pathologie qui se développe chez certains comme pervers, sadique et paranoïaque. Car le rejet du féminin, vécu comme inférieur, ainsi que la coupure par rapport aux sentiments, aboutissent à la perte d'âme. Respectivement, être femme, c'est être sensible, reliée aux émotions, aux sentiments, soucieuse des autres, faible, passive, voire dépendante, orientée vers le foyer et la famille, avec, sur le versant pathologique, des femmes hystériques, larmoyantes et impuissantes, se vivant comme fragiles. Ces stéréotypes ont été largement remis en cause dans la société occidentale, mais ils restent des représentations ancrées dans l'inconscient collectif et souvent plus ou moins présentes dans l'éducation du petit garçon ou de la petite fille. Et ceux qui ne se conforment pas à ces stéréotypes quand ils deviennent adultes sont encore souvent objets de préjugés, voire de rejet. Psychologiquement, il faut souligner que les dimensions du logos, réputé masculin, et de l'éros, la capacité de relation, réputé féminin, sont deux pôles qu'il convient de réconcilier dans le processus d'individuation et que pour la clarté de l'exposé, nous continuerons de qualifier de masculin et féminin. Pour revenir à Jung et à ce qu'il peut écrire sur l'animus en particulier, qui peut sembler choquant pour les femmes d'aujourd'hui, ses positions sont marquées par son temps, qui était le début du XXe siècle, et son appartenance sociale à la grande bourgeoisie suisse. Et ce qui était considéré comme masculin ou féminin du temps de Jung ne coïncide guère à ce que l'on observe à l'époque actuelle, et nous sommes souvent mal à l'aise devant les positions prises par Jung, en particulier ce qui peut nous sembler très méprisant quant à la faiblesse supposée
de la pensée chez les femmes et la supposée possession par des opinions. L'idée majeure qui subsiste et qui est opératoire dans la compréhension de la dynamique psychique est que la psyché inconsciente est une contrepartie de la psyché consciente et que l'équilibre entre les différents aspects de la psyché permet l'individuation, avec la croissance et le développement de la conscience. Pour continuer sur la vision de Jung de la femme, dans ses écrits comme dans ceux de beaucoup des pionniers de la psychologie analytique, l'accent est porté beaucoup plus sur la projection de l'anima des hommes sur les femmes que sur les femmes elles-mêmes. On en a un exemple frappant avec l'analyse des visions, qui a été publiée relativement récemment, et où Jung voulait y voir la femme comme seulement de nature passive, orientée vers le sentiment et la relation, et non la créativité autonome, qui est rejetée comme trop masculine et signe d'une possession par l'animus. Il a ainsi conseillé à Christiane Morgan, l'auteur de ces incroyables illustrations, et d'ailleurs de beaucoup des illustrations du TAT qu'elle a contribué à créer à l'école de psychologie de Harvard, de se contenter d'être la muse d'Henry Murray, avec des effets qui ont été très délétères sur la vie de celle-ci qui se termina tragiquement. Pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie à l'introduction de Keller Douglas au volume de l'analyse des visions et sa biographie de Christiane Morgan, non traduite en français, qui s'appelle Translate This Darkness. Dans le contexte actuel, il se pose une question quant à l'anima animus et l'orientation sexuelle, et on peut se demander si la figure de relation avec l'inconscient d'une personne homosexuelle est toujours du sexe opposé. C'est une question ouverte qu'un certain nombre d'analystes travaillent et discutent, et elle dépasse le cadre de cette introduction, donc je me contente de la mentionner ici. Ce qui est important est que le psychisme inconscient est une contrepartie de l'identité consciente. L'anima est généralement lié aux aspects émotionnels, empathiques et sensibles, tandis que l'animus est lié au côté actif, intellectuel et explorateur de la personnalité. Ces définitions ne doivent en aucun cas être perçues comme décrivant littéralement certaines caractéristiques, mais ce sont des images qui servent de symboles et sont des abstractions de principes actifs, l'animus, et de principes réflexifs, l'anima. Pour comprendre la nature contrasexuelle de l'anima ou de l'animus, il faut se souvenir que l'inconscient est par définition l'altérité, et que c'est ce qui fait que sa personnification est du genre opposé à celui de l'individu. Dans un couple, les projections mutuelles initiales font que la femme est prise dans les figures fantasmatiques masculines et l'homme est mesuré au modèle de l'animus. Très profondément, l'animus et l'anima sont le masculin de la femme et le féminin dans l'homme. Et la femme que rencontre l'homme est le reflet de celle qu'il a en lui, et cela inspire la rencontre. La part féminine de l'homme se repère donc dans les images de femmes qu'il choisit, mais aussi dans ses humeurs. La qualification de féminine pour celle-ci est clairement culturelle. Ce sont les aspects de lui auxquels un homme a du mal à s'identifier. C'est le débat autour de l'identité sexuée, qui est toujours lente à s'établir, et des identifications inutilisables demeurent. Il apparaît que l'anima est généralement du registre de l'éros et l'animus de celui du logos, conformément à l'inconscient collectif de notre société. La question de l'anima animus nous amène à la réflexion sur la bisexualité psychique. On sait que lors du développement fœtal, les potentialités physiques des deux sexes sont présentes, et il n'y a de vraie différenciation qu'à partir de la 7e semaine de conception. D'un point de vue psychique, l'appartenance sexuelle se construit dans le rapport avec les parents comme premiers objets, aussi avec leur inconscient et le milieu socio-culturel dans lequel la famille évolue,
façonne largement les identifications sexuées de l'individu. Il faut aussi se souvenir que le masculin de la mère, son animus, comme le féminin du père, son anima, contribuent de façon essentielle à la constitution psychique de l'enfant, comme homme ou comme femme. Au départ, l'anima est construite par l'homme autour de l'imago maternel. C'est moins simple pour l'animus, mais il y a à la fois le maternel et le paternel. Elle est donc le réceptacle de l'éros, des affects, de la nature émotionnelle, de la personnalité de l'homme. Elle peut aussi être déterminée par l'anima du père, si celui-ci est très présent dans le champ affectif. D'autres figures féminines influencent également la coloration de l'anima. De la même façon, l'animus de la femme est le réceptacle du logos, du savoir, de l'imagination, de l'évasion, mais aussi des opinions et des préjugés. Il est souvent déterminé par l'animus de la mère, surtout quand celle-ci est la partenaire privilégiée de l'enfant dans tous les domaines. Là encore, le père, bien sûr, et d'autres figures peuvent avoir une influence. L'animus anima est donc un complexe structurant de la psyché et n'est pas équivalent au complexe mère-père du fait de sa fonction de médiateur avec l'inconscient. L'anima et l'animus sont des archétypes qui s'actualisent en chacun comme figures complexuelles de lien entre le conscient et l'inconscient. Ils servent de symboles et sont les représentants de principes actifs, l'animus, et réflectis pour l'anima. À ce sujet, la reconnaissance du masculin de la mère et du féminin du père enrichit l'analyse des rapports de l'enfant avec ses parents et le rôle des figures contrasexuelles des parents dans les identifications de l'enfant. L'image masculine liée à l'animus de la mère, par exemple, avec une influence souvent capitale dans les rapports de l'enfant avec les futurs partenaires amoureux. L'image de la femme chez le garçon se forme en rapport avec la mère, mais aussi dans le rapport de celle-ci au père, et réciproquement pour l'image de l'homme chez la fille. L'angoisse de castration, classiquement décrite en psychanalyse, peut se repérer en des tendances de comportement féminines chez le garçon, des revendications viriles chez la fille. En termes jungiens, on peut parler de fascination ou de possession par l'anima animus. James Hillman fait une distinction importante entre l'anima archétypique, l'image de femme étrangère et fascinante, et l'anima maternel, issu de la relation interpersonnelle à cette figure. L'anima archétypique est celle qui va séparer l'homme de la figure maternelle et donc de la tentation incestueuse. C'est un mouvement indispensable. Il doit s'accompagner d'une castration, à savoir le renoncement à la toute-puissance née de l'identification à l'archétype qui, tendant à dominer, voire posséder le conscient, pousse l'individu à vouloir dominer le monde et les autres. La sortie définitive du complexe mère et du désir du phallus signe la fin de l'inceste par la mise en place du désir pour le parent de l'autre sexe. Parallèlement, il y a différenciation entre l'anima et la femme, l'animus et l'homme. La question s'est posée de savoir si la figure de relation avec l'inconscient prenait toujours la forme de l'anima chez l'homme et de l'animus chez la femme, c'est-à-dire d'une femme pour le sujet homme et d'un homme pour le sujet femme. Et la question est débattue dans les Jungiens contemporains en écho au travail sur les notions de genre et les évolutions sociales, en particulier sur la place respective de l'homme et de la femme. Et certains pensent, avec James Hillman par exemple, qu'une anima et un animus sont également présents dans le psychisme de l'homme comme dans celui de la femme. Et c'est quelque chose que l'on peut interpréter de cette façon dans certaines observations cliniques de notre temps, dans les rêves en particulier, avec la modification observée
sur le siècle dernier des rôles traditionnellement masculins et féminins. Nous avons effleuré la question que la difficulté ou le risque de la présence et de la reconnaissance de l'anima ou de l'animus et la fascination, la possession par l'archétype. Jung nous dit dans la dialectique du moi et de l'inconscient, l'anima est la source d'humeur et de caprice, l'animus, lui, est source d'opinion. Même s'il convient aujourd'hui de nuancer cette affirmation, c'est bien les humeurs et les opinions tranchées, inébranlables et non argumentées qui permettent de reconnaître l'état de possession par l'animus. L'anima de Jung affirmait c'est de l'art. Il y a de la satisfaction et le risque d'un repliement dans une subjectivité qui enferme le sujet, une subjectivité auto-érotique. L'animus cherche la logique et la vérité pour la sécurité et la puissance, alors que l'anima fait le succès d'une idée en fonction de son goût et d'aucune autre caractéristique. L'anima animus se présente souvent sous des figures d'inconnus séduisants, qui nous attirent vers des lieux inconnus. Ces images sont soudaines et captivantes, dans les rêves, les fantasmes, mais aussi quand nous les projetons sur des êtres réels, comme dans les coups de foudre. Il y a alors un risque de désillusion brutale, quand le prince charmant ou la princesse redevient un être humain ambivalent, avec ses qualités et ses failles. Du côté positif, l'anima et l'animus inspirent facilement l'imagination créative et artistique. Une rencontre positive avec ces figures va permettre un contact avec la profondeur inconsciente et va aussi faciliter l'émergence, la sortie des illusions projectives, avec en plus un spectre d'expérience consciente plus large. L'anima est un leurre qui égare l'homme si l'archétype ne peut pas s'actualiser en complexe chargé émotionnellement d'expériences personnelles. Une rencontre avec une image d'anima et d'animus peut permettre à un homme coupé des affects ou à une femme absorbée par sa carrière de se remettre en contact avec leurs sentiments et de retrouver un meilleur équilibre sans même qu'on en soit encore à parler de leur individuation qui peut se produire dans une période ultérieure. On parle beaucoup d'anima et d'animus presque dans le langage courant et il faut se méfier en thérapie de l'utilisation des concepts, car la priorité c'est l'expérience, en particulier émotionnelle, qui se produit dans la séance. Et il faut faire une interprétation immédiate qui soit émotionnelle et dirigée vers le point d'urgence. Il est important de ressentir plus que d'interpréter. Et la théorie n'est qu'une métaphore, et utiliser des concepts, ce que certains Jungiens font, l'ombre, l'anima, présente un vrai danger de s'éloigner de l'expérience vers une compréhension intellectualisée, théorique, plutôt que de créer un savoir expérientiel de ces schémas. Les structures de l'ombre, du moi et de la persona s'engagent dans un ballet permanent, l'animus et l'anima s'activent dans un sens et l'autre dans leur rôle de médiateur entre le conscient et l'inconscient. L'interaction du soi, de l'environnement, de la culture et du réseau de complexes de l'individu résulte en la structure narrative ou le mythe personnel qui est vécu par chacun, ainsi que la forme de son chemin d'individuation. Pour reprendre sur le rôle de l'animus dans la structuration et le développement de la psyché, on peut aussi dire que l'anima animus est un agent de l'axe moi-soi. Car en tant que médiateur entre le conscient et l'inconscient, c'est par l'anima animus que l'accès à l'inconscient et au soi va pouvoir se faire un chemin. La différenciation et l'élaboration des relations avec l'anima animus
est nécessaire pour que le conscient s'établisse plus fermement et que l'axe moi-soi puisse fonctionner souplement et permettre l'individuation. L'axe moi-soi est un développement théorique d'Erich Neumann qui théorise le développement de l'enfant avec un moi qui est tout d'abord inclus dans le soi et qui s'en différencie petit à petit, tout d'abord sans qu'il y ait de point par lequel on peut passer volontairement de l'un à l'autre, puis il y a émergence suffisante du moi pour qu'il puisse y avoir une relation volontaire, consciente, avec le soi. L'individuation étant le moment quasi inaccessible où le moi conscient peut reconnaître complètement le soi. Au niveau individuel, l'ombre, de la même façon que l'anima animus, a une fonction compensatrice et il est important de saisir la différence de processus de ces deux figures archétypales. Les éléments du monde intérieur nous influencent subjectivement, de façon d'autant plus puissante qu'ils sont inconscients. Ainsi, pour quiconque est désireux d'accomplir un progrès dans sa propre culture, et n'est-ce pas chez l'individu isolé que la culture commence, est-il indispensable d'objectiver en lui les efficacités de l'anima, afin de tenter de découvrir quels sont les contenus psychiques à l'origine des efficiences mystérieuses de l'âme. De la sorte, le sujet acquérera adaptation et protection contre les puissances invisibles qui vivent en lui. L'anima animus est généralement personnifié de façon contrasexuelle, nous l'avons déjà détaillé. L'ombre, de ce côté, est la personnification de tout ce que le sujet refuse de reconnaître et d'admettre en lui. Se mêlent en elle les tendances refoulées du fait de la conscience morale, des choix qu'il a faits pour sa vie ou d'accéder à des circonstances de son existence, et les forces vitales les plus précieuses qui n'ont pu ou pas eu l'occasion d'accéder à la conscience. Et l'ombre est généralement du même genre que le sujet. C'est la rencontre avec l'ombre qui oblige l'individu à prendre ses distances vis-à-vis de l'animus anima. Plus facile pour l'homme que pour la femme, qui, dans la société contemporaine, est encore vue comme identifiée à son animus quand elle veut s'affirmer. Dans Psychologie du transfert, Jung détaille l'organisation de la relation transférentielle archétypique comme relation de couple et de recherche de conjonction, dont les partenaires sont les suivants, et qui est détaillé dans le schéma ci-contre. Il y a une relation personnelle, consciente, de l'adepte analysant avec son analyste soror. Il y a aussi une relation de l'homme avec son anima et une relation similaire de la femme avec son animus. Puis il y a une relation de l'animus avec l'anima et inversement. Et enfin, une relation de l'animus féminin avec l'homme et une relation semblable de l'anima masculine avec la femme. Dans la réalité, ces relations sont entremêlées et jouent de façon parallèle. En suivant la distinction que nous avons mentionnée plus avant entre la dimension archétypale de l'anima animus et la dimension personnelle, complexuelle, Aimé Agnel présente le schéma du sextolet que vous voyez ci-contre et qui rajoute ce niveau archétypique. Et cela souligne quelque chose de très important qui est de humaniser la figure archétypale d'anima animus pour la ramener au niveau complexuel et permettre ainsi l'individuation.
En guise de résumé, on peut dire que l'anima animus est une composante de la psyché qui a le rôle crucial de permettre le lien avec l'inconscient et donc d'avancer vers le processus d'individuation. C'est une figure qui est facilement projetée, en particulier dans la relation de couple, et l'assimilation de l'homme ou de la femme réelle aux figures archétypales venant de l'inconscient rend la relation avec l'être réel impossible et crée de nombreux préjugés sur les rôles masculins et féminins. Engager le dialogue avec cette figure par l'analyse des rêves, par celle des comportements et par l'imagination active permet de se dégager de l'ombre archétypale et de la possession pour aller vers l'individuation. Je reprends cet enregistrement car malheureusement un dysfonctionnement technique a empêché l'enregistrement de la discussion qui a eu lieu le 27 avril 2022. Je vais donc m'efforcer d'en reproduire les grandes lignes dans les quelques minutes qui viennent. L'assistance est revenue sur la difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui avec les descriptions datées des rôles masculins et féminins qu'on retrouve chez Jung. La présentatrice est d'avis que le concept le plus opérant est l'opposition logos-eros plutôt que masculin-féminin, mais il est souligné que cela efface la question fondamentale de la différence des sexes et que la relation avec l'inconscient est essentiellement de nature érotique et qu'il y a plaisir à se confronter à l'inconscient. La question a également été posée de savoir si la relation à l'inconscient de tous les hommes passait par une anima et de toutes les femmes par un animus et s'il pouvait y avoir des figures d'animus chez les hommes et d'anima chez les femmes. Quand ces figures apparaissent, on les qualifie plutôt de masculin de l'homme et de féminin de la femme, mais ce n'est peut-être qu'une convention. La question se pose pour les homosexuels et elle avait été étudiée par les Jungiens de San Francisco qui ont été les premiers confrontés à une communauté gay importante et cela tendait à démontrer que les hommes gays avaient une anima, même si elle avait une coloration différente de celle des hommes hétérosexuels. On peut se poser la question de savoir comment les rapports entre Eros et Logos se jouent chez une personne homosexuelle et s'il y a des spécificités. Il convient de souligner que les femmes peuvent de toute façon avoir à développer leur Eros, leur fonction de relation, et les hommes leur Logos, leur capacité de trouver un sens et de s'inscrire dans une direction. Même si les stéréotypes masculins-féminins supposent que ce sont des qualités qu'ils ont plus facilement que l'autre genre. On a vu que la définition des figures masculines et féminines, telle que Jung la transmet, datant du début du XXe siècle, crée un malaise chez le lecteur, surtout féminin, de Jung aujourd'hui. La différence des sexes en tant que rencontre de l'altérité et d'éléments séparateurs et castrateurs reste cependant fondamentale. Et il reste du travail à faire pour les Jungiens, à réfléchir aux évolutions de définition des genres, avec le point extrême de se poser la question de la relation à l'inconscient pour les transgenres. La notion de l'altérité est celle qui est la plus importante dans la relation avec l'inconscient. Une participante est revenue sur l'affirmation faite que c'est la rencontre avec l'ombre qui oblige l'individu à prendre ses distances vis-à-vis de l'animus anima et que c'est plus facile pour l'homme car la femme dans la société contemporaine est encore vue comme identifiée à son animus quand elle veut s'affirmer. Sur ce sujet, il faut souligner que la rencontre avec l'ombre est nécessaire pour se confronter à l'inconscient,
car tant que cette rencontre n'est pas faite, il y a identification inconsciente à l'anima animus qui ne peut pas jouer son rôle de médiateur avec l'inconscient. L'affirmation que ce soit plus facile pour un homme que pour une femme dans la société contemporaine est une position personnelle, liée au fait que la position active de la femme est encore souvent vue comme non naturelle. Il reste nécessaire d'être attentif chez les femmes à la possession par l'animus sous la forme d'opinions inébranlables. La question de la façon dont se forment l'anima et l'animus a été assez longuement débattue, et il convient de rappeler que l'anima et l'animus sont des complexes personnels qui se forment par actualisation de l'archétype avec l'environnement, et que cette actualisation doit beaucoup aux figures parentales, mais aussi à d'autres figures de l'environnement et à l'archétype lui-même. Il est rappelé la théorisation évoquée dans la présentation de la différence entre l'anima archétypique et l'anima maternel. Et enfin, l'animus de la mère ainsi que l'anima du père influent sur la constitution psychique du fils, sur sa vision du masculin, et pour la fille sur sa vision du féminin. La question est posée de ce qui se passe pour la constitution de l'anima pour quelqu'un qui n'a pas de mère biologique présente. L'absence de la mère personnelle, quand elle se produit, a un effet délétère essentiellement sur le complexe mère, mais ça n'empêche pas l'existence de l'anima qui est informé par l'archétype et par d'autres figures féminines. Et il faut souligner que l'anima n'est pas la même chose que le complexe mère. La fonction de relation avec l'inconscient est toujours assurée, et on peut penser que c'est le soi qui permet cette mise en relation. Autant la possession par l'animus est facilement repérée par le groupe d'analystes femmes présentes, autant la possession par l'anima semble plus complexe à repérer. On peut se dire qu'elle est marquée par un sentimentalisme qui ne se préoccupe que de ce qui plaît, sans chercher le sens et le symbolique. C'est ce que l'on peut voir dans ce que Jung dit de sa rencontre avec cette psychopathe qui lui disait que c'était de l'art, sans se préoccuper de la fonction symbolique de ce que ces images de l'inconscient apportaient à Jung. L'importance du conscient est soulignée pour reprendre et évaluer les influences de l'animus anima afin de ne pas céder à la fascination des archétypes, comme Jung a pu le faire lui-même pendant un moment quand il a été séduit par l'image de Siegfried et des anciens dieux germaniques à l'avènement du Troisième Reich. Dans la clinique, c'est particulièrement nécessaire de s'appuyer sur le conscient et sur la prise de conscience pour éviter de se laisser emmener par les images florissantes des passions psychotiques ou possédées transitoirement par un archétype. La question est débattue enfin de savoir si l'animus a un rôle séparateur. Comme pour l'anima et la fonction maternelle, il convient tout d'abord de ne pas confondre l'animus et la fonction paternelle, qui est elle séparatrice. On a vu que l'accès à l'anima archétypal pouvait contribuer à séparer le garçon de l'anima forgé autour de la mère, et donc de la fonction du complexe mère. Parallèlement, quand il y a une fascination par l'archétype, il est nécessaire de ramener l'anima au complexe, à la formation duquel la mère contribue beaucoup. Selon les cas cliniques, il faut donc pouvoir naviguer entre l'aspect archétypal, qui donne accès au sens et à la transcendance, et l'aspect complectuel, qui est ancré dans la réalité.